Qui n'a pas rêvé un jour de franchir le cercle polaire pour en admirer les merveilles naturelles, des ours polaires gambadant sur la banquise aux aurores boréales ondoyant dans le ciel? Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais l'Antarctique, pour sa part, n'est pas prête de recevoir des touristes. Pourquoi, me diras-tu? Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, où se trouve l'Antarctique? Il se situe dans l'hémisphère sud, plus précisément au pôle. L'océan austral l'entoure et la majeure partie du continent est recouverte de glace, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui ait visité l'Antarctique? Probablement pas. C'est l'un des endroits les moins visités du globe et seule une poignée d'explorateurs chanceux ont pu découvrir l'intérieur du continent, qui est principalement constitué de glaciers et autres champs de glace. Mais crois-moi, la faune et les paysages y sont extraordinaires. Pourquoi ne nous rendrions-nous pas en Antarctique? Tout d'abord, l'environnement y repose sur un équilibre incroyablement fragile et peut être facilement endommagé. De plus, il n'y a pas de population humaine autochtone sur le continent, de sorte que votre voyage reviendrait à visiter une immense île déserte. N'oublions pas non plus que c'est l'une des destinations les plus chères. Malgré tout, l'Antarctique n'est pas exactement gardé comme une forteresse, mais il est régi par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Ce dernier a été négocié afin d'empêcher toute activité indésirable sur le continent et interdit certaines formes de tests effectués par les États membres. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'Antarctique est que l'écosystème y est fragile et doit être protégé. Le traité stipule que l'Antarctique ne doit être exploité qu'à des fins pacifiques et qu'il doit être exempt de toute activité humaine susceptible de nuire à l'environnement. Les scientifiques n'ont pas fini d'en apprendre sur l'écosystème unique du continent, et notre activité ou nos machines pourraient perturber l'équilibre délicat qui y règne. Si tu as toujours envie de te rendre en Antarctique, sache qu'il n'est pas facile d'obtenir une autorisation. Les citoyens américains, par exemple, doivent remplir un formulaire spécial et l'envoyer au Bureau des affaires océaniques et polaires. Une fois sur place, il leur faut respecter des règles strictes pour préserver l'environnement, comme ne pas perturber la faune ou emporter de souvenirs tels que des pierres, des plantes ou des animaux. Et techniquement, peut-on vivre en Antarctique? Bien qu'aucune loi n'interdise aux gens d'y résider à titre permanent, il s'agit d'un environnement très inhospitalier et inadapté à l'installation humaine. Les températures peuvent descendre à moins 60 degrés Celsius, voire encore plus bas, ce qui rend presque impossible la survie de quiconque sans l'équipement et l'expérience appropriée. De plus, la Terre la plus proche se trouve à plus de 1600 km, ce qui coupe complètement les habitants du reste du monde. Qui sait, peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter ce continent unique et fascinant, mais en attendant, on se contentera de l'admirer de loin. Parlons maintenant un peu de la découverte de l'Antarctique. Contrairement à d'autres endroits déjà peuplés, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient pourtant une notion de ce continent et l'ont baptisé Antarctos, qui signifie « en face de l'ours ». Les ours dont il est question ne sont pas les ours polaires, mais les constellations de la Grande et de la Petite Ourse, qui ne sont observables que dans l'hémisphère nord. Cette région est donc le contraire du pays de l'ours. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les navires de chasse à la baleine et aux phoques ont commencé à s'aventurer plus au sud lorsqu'ils doublaient le cap Horn, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. On savait que pousser plus loin signifiait souvent des vents plus forts, mais aussi le risque de heurter des icebergs de toute taille. Sius courants imprévisibles pouvaient s'avérer dangereux pour le navire et l'équipage. Le capitaine James Cook aura été le premier à franchir le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773 dans la région de la mer de Ross. Il a atteint un point plus au sud un an plus tard, et bien qu'il n'ait pas vu la Terre, l'a approché de moins de 80 km et a aperçu des dépôts rocheux retenus par des icebergs, indiquant qu'il existait bien une Terre plus au sud. Il est généralement admis que la première observation de l'Antarctique a eu lieu en janvier 1820, lors du voyage de 2 navires commandés par le capitaine Fabian Gottlieb von Bellingshausen et CE, dans le cadre d'une expédition de 2 ans autour du monde à la recherche de nouvelles terres. Les navires du capitaine auraient été les premiers à avoir franchi le cercle antarctique depuis Cook. Le premier débarquement incontesté en Antarctique n'a eu lieu que bien plus tard, le 24 janvier 1895, au Cap Adar, lors d'une escale d'un baleinier commandé par Henrik Bull et judicieusement nommé Antarctique. Un petit canot avec 6, ou peut-être 7, hommes à bord s'est alors contenté de ramer jusqu'au rivage par temps calme.
Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'Antarctique est en fait un désert. Avec toute cette glace, on pourrait penser qu'il s'agit d'un paysage de conte de Noël, avec des batailles de boules de neige et du chocolat chaud toute la journée. Lorsqu'on pense à un désert, on imagine plutôt des chameaux, des cactus et des gens qui font des pieds et des mains pour trouver de l'eau. Mais en Antarctique, c'est une toute autre histoire. La difficulté n'est pas de trouver de l'eau, mais de trouver quelque chose qui ne soit pas recouvert de glace. Les précipitations moyennes y ont été d'un peu plus de 10 mm au cours des 30 dernières années. Ça ne représente que quelques gouttes de pluie par rapport aux averses que nous connaissons. Techniquement, ce ne sont donc pas les dunes ou la chaleur torride qui font un désert. C'est l'absence de précipitation. Mais ne t'inquiète pas, si tu te perds en Antarctique, tu n'auras pas à craindre d'avoir soif. Veille simplement à emporter une veste et des moufles, car il fait assez froid pour te transformer en sorbet. Non seulement l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs de la planète, mais c'est aussi le plus froid, le plus venteux et l'un des plus élevés. Par ailleurs, les manchots et les chercheurs de l'Antarctique ont parfois bien du mal lorsqu'il s'agit de se repérer dans le temps. En effet, contrairement à ceux qui se passent sur le reste de cette grande planète bleue, il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique. Toutes les lignes de longitude se rejoignent en un seul point au pôle sud, ce qui complique quelque peu la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure qu'il est vraiment. Tu te dis peut-être, mais comment les scientifiques et les chercheurs font-ils pour garder la notion du temps là-bas? Bonne question. Ils s'en tiennent généralement au fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Cependant, avec des stations du monde entier réparties sur le continent, les choses peuvent vite devenir un peu bizarres. Imagine que tu essayes de te coordonner avec les pays voisins sans les réveiller accidentellement au milieu de la nuit. On pourrait penser que peu de choses peuvent survivre dans un endroit où la température est aussi basse, où le soleil pointe à peine, et où le vent peut t'emporter aussi vite qu'un fétu de paille. Eh bien, comme dans de nombreux endroits sur Terre, la vie a également trouvé le moyen d'exister en Antarctique. Crois-le ou non, ce continent gelé est en pleine effervescence. Il abrite des milliards de krill, qui attirent à leur tour de nombreux phoques et plus de manchots qu'il n'est possible d'en compter. Mais ne te fie pas à leur apparence mignonne et câline. Les manchots sont des nageurs hors pair, dont le corps fuselé rendrait jaloux les plus grands médaillés olympiques. Ils se rendent sur le rivage pour se reproduire et se rafraîchir, mais leur véritable talent consiste à se chipper des cailloux entre eux et à former des cercles mathématiquement précis pour conserver leur chaleur. L'Antarctique abrite également la plus grande espèce de manchot sur Terre. Il s'agit du manchot empereur. Certes, ces oiseaux sont bien incapables de voler, mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent pas sauter. À vrai dire, certains d'entre eux peuvent effectuer des bonds de 3 mètres hors de l'eau. Et n'oublions pas les phoques, avec leur corps poilu et leur chant mélodieux. Ces mammifères marins sont également protégés par le traité sur l'Antarctique et prospèrent dans les eaux fraîches de l'océan austral. Mais les véritables vedettes du spectacle sont les baleines. Pendant l'été antarctique, ces énormes créatures viennent en masse pour se repaître d'une abondance de krill. C'est un véritable buffet pour les baleines. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot Antarctique? Très probablement le froid, la neige, la glace et les manchots. Pourtant, c'est l'une des régions les moins explorées du monde et qui cache de nombreuses choses étranges et uniques. Tu n'as pas besoin d'aller en Antarctique pour voir la première chose bizarre. Il te suffit d'ouvrir Google Earth et de trouver l'une des îles les plus au sud de l'Antarctique. L'île du Roi George. Récemment, des internautes y ont remarqué une grande entrée de grotte assez étrange. Où mène ce large passage sombre? Les gens ont commencé à émettre diverses hypothèses. C'est l'entrée d'une base secrète ou d'un laboratoire. C'est une partie d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé là il y a des milliers d'années. C'est la porte de l'ancienne cité de l'Antarctique. Peut-être qu'il y a une montagne géante avec une ancienne grotte sous toute cette neige et cette glace. Voilà quelques idées. Les internautes ont calculé les dimensions approximatives de cette grotte. Elle pourrait faire environ 22 mètres de haut pour 75 de large. Donc on pourrait y cacher un avion de ligne. La nature a probablement créé cette entrée. C'est l'explication la plus logique. Mais il y a quand même deux éléments étranges. Premièrement, jette un coup d'œil au pied de la montagne. Il semble qu'il y ait des marches à cet endroit. Elles sont de couleur sombre, comme si elles étaient faites de pierre. Et si tu regardes attentivement, tu peux remarquer quelque chose qui ressemble à des empreintes de pas humains. Quelqu'un est-il entré dans cette grotte? Ou peut-être quelqu'un y vit encore maintenant? La deuxième bizarrerie est la disparition de la découverte mystérieuse. Les gens l'ont remarqué pour la première fois sur un cliché Google Maps en 2007.
Puis l'entrée a disparu. Puis elle est réapparue quelques années plus tard. Après cela, elle a de nouveau disparu. Et en 2022, les gens l'ont vue à nouveau. Peut-être que la vieille neige fond, une nouvelle couche tombe, puis le vent l'emporte et le cycle se répète. Mais les prétendues marches menant au fond de la grotte font douter de l'origine naturelle de ce tunnel. Tu peux facilement en trouver les coordonnées sur Internet et visiter la grotte via Google Earth. Tu pourrais y déceler quelque chose et le révéler au monde entier. Les gens ont découvert une autre chose étrange à l'aide de Google Earth. En 2020, un internaute a découvert un objet étrange qui ressemblait à un bateau géant à 160 km au large des côtes de l'Antarctique. Ressemblant à un bateau de croisière, il était recouvert de glace et de neige et couché sur le côté. On pouvait deviner les fenêtres, le pont et la passerelle. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial, d'autres ont dit que c'était une sorte de bâtiment secret. L'internaute qui avait remarqué le vaisseau en premier a déclaré que sa taille était d'environ 120 mètres, ce qui est la longueur adéquate pour un navire de passagers. Mais que fait ce navire dans un endroit aussi reculé, au milieu d'un glacier? Comment est-il arrivé ici? Qui était son capitaine? Personne n'a encore trouvé les réponses à ces questions. En 2016, des utilisateurs de Google Earth ont découvert une photo d'un monstre marin inconnu flottant au large des côtes de l'Antarctique. Cette créature ressemblait à un calmar géant d'une longueur d'environ 60 mètres, soit légèrement moins que 3 wagons de train. Imagine simplement ce kraken géant nageant dans les eaux sombres et glacées de l'Antarctique et entraînant au fond tout ce qu'il rencontre sur son passage. C'est peut-être le grand et terrible Chulu, ou bien l'un de ses rejetons. Tu remarqueras rapidement cette cascade rouge sang parmi les interminables paysages blancs éblouissants de l'Antarctique. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du sang. Depuis plusieurs siècles, cette cascade teinte la neige d'une couleur rouge vif. Le ruisseau coule tout droit d'un iceberg blanc. Regardons à l'intérieur et découvrons ce qu'il s'y passe. Il y a des millions d'années, il y avait un petit étang limpide. Mais un glacier s'est ensuite formé autour de lui. Une épaisse couche de glace et de neige a bloqué l'accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Pendant des millénaires, le réservoir est resté dans ce vide froid. Mais à un moment donné, l'eau a creusé un trou dans la paroi glacée et s'est échappée. Lorsque cette eau salée entre en contact avec l'oxygène, elle devient immédiatement écarlate ou couleur rouille. L'Antarctique est le seul endroit où tu puisses trouver un phénomène naturel aussi unique. L'un des endroits les plus secs de la Terre se trouve en Antarctique. Et c'est l'un des déserts les plus dénués de vie au monde. Les vallées sèches de McMurdo. Dans ce désert, tu ne verras pas de soleil brûlant, de sable chaud ou de cactus. Techniquement, un désert désigne un endroit où il y a un manque de précipitation et de vie. Or, les vallées sèches de McMurdo correspondent parfaitement à ces paramètres. Mais cet endroit est aussi unique pour l'Antarctique, car tu n'y trouveras pas de glacier. Malgré le gel, la glace ne peut pas se former dans le désert, car il n'y a pas plu depuis des millions d'années. Il ne neige jamais non plus. Un fort vent descendant des montagnes atteint des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. Il te serait difficile de rester debout là-bas. Le vent, chargé d'humidité, réchauffe et évapore tout le liquide et la neige du désert, en raison de sa vitesse élevée. Seul l'air sec atteint le sol. Toutefois, on y trouve plusieurs lacs. Et s'ils ne gèlent pas, c'est uniquement dû à leur forte salinité. L'eau est tellement salée que les formes de vie ne peuvent pas s'y développer. Mais les scientifiques ont trouvé des organismes microscopiques près des lacs. Il y a 20 millions d'années, l'Antarctique était remplie de marécages et d'arbres, et grouillé d'insectes et d'animaux. Mais aujourd'hui, il ressemble littéralement à la surface de Mars. Les scientifiques et les astronautes explorent des régions comme les vallées sèches de McMurdo, car les conditions naturelles qui y règnent sont similaires à celles de la planète rouge. Donc, avant de partir sur Mars, tu peux t'entraîner à vivre dans des endroits similaires sur Terre. Les scientifiques ont découvert un monde sous-marin dans l'Antarctique, rempli de centaines d'amphipodes. Des crustacés semblables aux crevettes. Au fait, quelle est la différence entre l'Antarctique et l'Arctique? L'Antarctique est la région située à l'extrême sud de la Terre, qui abrite le continent du même nom. Tandis que l'Arctique est une toute autre région. Elles ont les mêmes conditions naturelles, le gel, la glace et la neige. Mais elles sont situées dans des parties opposées de la planète. L'Arctique se trouve au pôle Nord, l'Antarctique se trouve au pôle Sud. Maintenant, revenons à la découverte.
Les scientifiques ont avancé des théories selon lesquelles la glace de l'Antarctique cache un vaste réseau de rivières et de lacs d'eau douce. Et en 2022, ils ont découvert un nouvel écosystème. Les chercheurs ont exploré la plateforme glacée de Ross de l'Antarctique et ses rivières souterraines. C'est un morceau de glace massif qui flotte dans l'océan. Une équipe néo-zélandaise a utilisé un appareil de forage spécial équipé d'une alimentation en eau chaude pour percer un trou de 500 mètres de profondeur, soit davantage que la hauteur de l'Empire State Building. Ensuite, ils y ont descendu des caméras vidéo et ont vu des milliers de crustacés nager dans différentes directions. Il semble donc qu'ils soient très peu organisés. Dans les eaux de l'Antarctique, tu peux aussi rencontrer certaines des créatures les plus effrayantes de la planète. Il s'agit des araignées de mer. Elles ont reçu ce nom car elles ressemblent à des araignées terrestres. Mais il s'agit en fait d'une espèce d'arthropode marin. Et contrairement aux araignées terrestres, celles de l'océan sont beaucoup plus grandes. Elles ressemblent à 8 énormes pattes, sans corps. Une telle araignée peut avoir la largeur d'une assiette. Certaines d'entre elles n'ont pas d'yeux et ont des proboscises à la place des mâchoires. Les araignées de mer sont peu étudiées car elles vivent dans les eaux froides et profondes. L'Antarctique cache de nombreux animaux peu connus. Dans ces glaciers, il y a de longs tunnels qui mènent à des ténèbres effrayantes. Sur ce continent froid, les gens ont trouvé les restes de dinosaures géants et d'autres créatures anciennes, comme les ancêtres des canards modernes. De nombreux lacs et rivières souterrains cachent une faune inexplorée. Même la glace ici peut être bizarre. Regarde ces icebergs rayés. Ils ont des rayures bleues, noires, vertes et turquoises. La couleur dépend des conditions de l'eau pendant la congélation. Par exemple, les lignes vertes apparaissent à cause des algues. Les bleus se forment lorsque l'eau gèle trop rapidement. Bon, tout ça fait froid dans le dos. Il est grand temps d'aller se réchauffer. Que dirais-tu d'aller à Hawaï ? Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Big Foo, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot.
Il suppose moi que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, Ran aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur, et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée, avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante, composée d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules
Tu peux compter sur les gens qui arpentent Google Earth pour tomber sur les endroits les plus inattendus et les plus étranges au monde. Comme cette mystérieuse pyramide découverte en Antarctique, par exemple. Très vite, Internet s'est mis à foisonner de toutes sortes de théories concernant cette forme inhabituelle. Serait-ce le signe d'une forme de vie inconnue? Cette pyramide est-elle vraiment naturelle ou bien est-elle artificielle? Pour commencer, ce n'est pas la première fois que l'on découvre une pyramide en Antarctique. La première a été observée par l'expédition antarctique britannique dans les années 1910 et a été gardée secrète pendant longtemps. Cette découverte passée sous silence n'a fait qu'ajouter au mystère. Une seconde structure de ce type a été découverte en 2016, ce qui a encore accru l'intérêt pour la question. Le mystère a été assez vite décrypté par les scientifiques. Ces formations sont tout simplement des montagnes. Elles se situent près des monts Ellsworth, une chaîne de plus de 400 km de long. Donc ce sont juste des pics montagneux qui ont percé la couche de glace. Quant à leur forme particulière, il s'agit juste d'une coïncidence. On trouve des pyramides partout dans la nature. Le mont Cervin dans les Alpes et le mont Búlandstindur en Islande, par exemple, sont assez similaires en termes de forme. Le nom officiel de pareils pics est Nunatak, c'est-à-dire des pics rocheux qui émergent d'un glacier ou d'une couche de glace. L'Antarctique a des caractéristiques encore bien plus stupéfiantes, comme le fait qu'il abrite 60 à 90% de l'eau douce du monde. C'est parce que sa couche de glace est la plus vaste de notre planète, s'étendant sur 14 millions de kilomètres carrés. On t'épargne les calculs, mais cela ne laisse qu'1% du continent dépourvu de glace. La glace de l'Antarctique atteint 4,5 km d'épaisseur à son point le plus profond, soit la moitié de la hauteur du mont Everest. Si elle venait à fondre complètement, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 60 mètres. Mais il n'a pas toujours fait aussi froid ici. À un certain moment de l'histoire de notre planète, l'Antarctique présentait les mêmes températures moyennes que la ville de Melbourne aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de recherches, mais les scientifiques ont découvert que les températures de l'Antarctique pouvaient atteindre jusqu'à 17 degrés Celsius. Bien sûr, c'était il y a 40 à 50 millions d'années. Mais si tu y réfléchis, c'était à la même époque que les dinosaures parcouraient notre Terre. Le temps s'écoule aussi différemment sur ce continent glacé. Toutes les lignes de longitude qui nous aident à calculer les différents fuseaux horaires fusionnent en un seul point, au pôle sud. Ici, le jour dure 6 mois en été, suivi de 6 mois d'obscurité totale pendant la saison froide. Les scientifiques qui travaillent ici se réfèrent donc le plus souvent à leur fuseau horaire d'origine. Les chutes de sang ne sont pas un vulgaire chapitre d'un film d'épouvante, mais simplement une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain, rempli d'un type de bactéries particulier. Ces petits organismes absorbent des sulfates en guise de nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ces eaux est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement lorsqu'elle entre en contact de l'air. Ainsi, la couleur rougeâtre de la cascade lui donne aussi son nom. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs jamais connus dans l'histoire de notre planète. En termes d'habitat, le mégalodon vivait dans pratiquement toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de tant de mégalodons en Antarctique est probablement que la créature gigantesque était adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Si tu prévois de visiter l'Antarctique en bateau un jour, sache que tu risques de ne pas y parvenir sur un bateau autre que métallique. La coque de ton navire doit être en acier ou en aluminium pour résister aux conditions climatiques difficiles qui règnent ici. L'Antarctique n'abrite pas beaucoup d'insectes. En fait, il n'y a qu'une seule véritable espèce d'insecte qui ait élu domicile ici. C'est un moucheron sans ailes, du nom de Belgica antarctica. Ce diptère est si petit qu'il n'atteint que 2 à 6 mm de long. De nombreux poissons de l'Antarctique ont aussi une substance antigel dans leur sang. Ils n'en ont pas forcément besoin pour se protéger du froid, mais surtout pour éviter d'entrer en contact avec la glace. Ces antigels sont constitués de grosses molécules de glycoprotéines. Elles entourent les petits cristaux de glace qui pourraient se former en s'assurant qu'ils ne se répandent pas dans les tissus de l'animal, ce qui pourrait causer beaucoup de dégâts. Elles agissent également comme une sorte de petit coussin, bloquant les cristaux de glace pointus afin qu'ils soient moins susceptibles de provoquer une douleur quelconque. Il ne pleut pas non plus beaucoup sur ce continent glacé. Mais l'Antarctique a une particularité météorologique étonnante. Il regorge de poussière de diamants.
Cette poussière est en fait constituée de petits cristaux de glace qui se forment dans l'air humide près de la surface. Tu peux voir cela comme un brouillard glacé. Lorsqu'ils circulent dans l'air et sont frappés par la lumière du soleil, ils se mettent à scintiller, et ce qui donne aux visiteurs l'impression d'être entourés de diamants. C'est probablement le dernier endroit où tu voudrais accoucher. Mais c'est en 1978 que la première personne est née ici de tous les temps. Son nom est Emilio Marcos Palma et depuis lors, 10 autres personnes sont nées ici en Antarctique. Il se trouve un lac sur ce continent glacé qui est tellement saturé de sel qu'il lui est impossible de geler, même si les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius. C'est parce que l'eau pure gèle à 0 degrés Celsius. L'eau qui contient du sel, ou toute autre substance d'ailleurs, gèlera quand même, mais à une température bien plus basse. Cette température inférieure est variable en fonction de la substance elle-même et de la quantité qui s'en trouve dans l'eau. L'Antarctique fut le dernier continent à être découvert officiellement. Il est resté complètement inexploré jusque dans les années 1920. Mais il aura fallu 20 ans de plus pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un continent et pas seulement d'un amas d'îles glacées. Ce n'est pas parce qu'il fait très froid ici que tu ne peux pas y avoir de rendez-vous galant. Une nuit de décembre, un scientifique américain en poste en Antarctique s'est connecté à une application de rencontre, simplement par curiosité. Il était certain qu'aucun autre profil n'apparaîtrait, mais à sa grande surprise, il a trouvé quelqu'un assez rapidement. Une autre chercheuse qui était postée à seulement 45 minutes de là et qui se trouvait en hélicoptère bien sûr. Ils ont fini par se rencontrer et ont ainsi eu le premier encart en Antarctique jamais enregistré. Hormis la glace, ce continent possède quelque chose d'autre en bien plus grande abondance que n'importe quel autre endroit sur Terre. Des météorites. Si l'on se réfère aux recherches effectuées par les scientifiques, les météorites ont les mêmes chances d'atteindre n'importe quel point de notre planète. Cependant, une fois qu'elles ont traversé notre atmosphère, la situation se complique un peu. C'est parce que les différents climats de notre planète, comme ceux que l'on trouve près des jungles, ont beaucoup d'humidité et d'oxygène, capables de corroder la plupart des météorites. Le climat de l'Antarctique est vraiment sec, et donc la possibilité que les météorites s'y corrodent est faible, voire carrément nulle. De plus, il est beaucoup plus facile de repérer ces roches sur la surface blanche et glacée de ce désert que dans n'importe quel autre endroit sur Terre. Si le froid ne te fait pas peur, tu vas sûrement flipper quand tu entendras parler des vents qui règnent ici. C'est parce que l'Antarctique est essentiellement l'endroit le plus venteux de la planète. On a rapporté que la vitesse des vents ici pouvait même atteindre les 320 km/h. De minuscules microbes, en réalité des germes très anciens, sont restés prisonniers de la glace arctique durant des dizaines de milliers d'années, depuis l'époque où les mammouths laineux parcouraient encore la Terre. Aujourd'hui, les scientifiques estiment qu'ils pourraient se réveiller si les étés arctiques continuent de s'allonger et de se réchauffer. Oui, vous avez bien entendu, des microbes zombies. Ces microbes sont piégés dans le permafrost, c'est-à-dire un mélange de sol et de glace qui demeure gelé et dure toute l'année. La couche supérieure fond légèrement pendant l'été, mais les éléments vraiment anciens, ces microbes de l'âge glaciaire, sont enfouis bien plus profondément. Ils ne dégèlent que lorsque la chaleur dure vraiment pendant des mois, et non après une simple journée ou deux de forte température. Pour les étudier, l'équipe est descendue dans la Permafrost Tunnel Research Facility, près de Fairbanks en Alaska, un long couloir souterrain situé à 15 mètres sous la surface, creusé directement dans le sol gelé ancien. Le tunnel s'étend sur plus de 100 mètres, et permet aux scientifiques de marcher littéralement à travers des milliers d'années d'histoire figée. En observant les parois, les chercheurs ont aussi remarqué des os de mammouths et de bisons qui ressortèrent de la glace. L'un des objectifs était de mesurer à quelle vitesse ces microbes anciens pouvaient revenir à la vie. Ils ont alors eu une vraie surprise. Ces microbes n'ont pas besoin de siècles, d'années, ni même de quelques artifices extraordinaires pour se réveiller. Il leur suffit de quelques mois de temps plus chaud. Une fois actifs, ils se remettent à faire ce que font les microbes, ce qui inclut notamment la production de gaz à effet de serre comme le CO2 et le méthane. Et c'est une mauvaise nouvelle, car ces gaz contribuent à réchauffer encore davantage la planète. Cela fait fondre plus de permafrost, ce qui réveille encore plus de microbes, qui relâchent à leur tour davantage de gaz. En somme, il s'agit d'une boucle climatique délétère. Lorsque les scientifiques sont descendus dans le tunnel gelé pour prélever du permafrost très ancien, la première chose qui les a frappés fut l'odeur, franchement nauséabonde. Ce n'était pas celle d'un vieux sous-sol, mais celle de quelque chose resté figé des millénaires et qui se réveille. Étrangement, les microbiologistes s'en sont réjouis.
Une telle odeur est souvent le signe que de minuscules créatures, des microbes, sont encore là. De retour au laboratoire, l'équipe a immergé les échantillons congelés dans de l'eau contenant une forme particulière d'hydrogène lourd. Cela leur a permis de suivre ensuite ce que faisaient les microbes. Ils ont ensuite placé les échantillons dans des réfrigérateurs réglés sur 3 températures différentes, froid, plutôt froid et pas trop froid, afin de reproduire ce que pourraient être les futurs étés de l'Arctique si le réchauffement se poursuit. Durant le premier mois, presque rien ne s'est produit, et même les échantillons plus chauds ont à peine changé. Seul un très petit nombre de microbes a commencé à se réveiller, en pratique un simple filet d'activité microscopique. Mais quelques mois plus tard, les choses sont devenues plus intéressantes. Grâce à l'eau lourde, les scientifiques ont pu observer quelle quantité les microbes utilisaient pour construire leurs membranes cellulaires. Cela leur a permis de comprendre que ces anciens microbes fabriquaient des molécules grasses particulières, susceptibles de les aider à survivre dans le froid. Au bout de 6 mois, les échantillons conservés aux températures les plus élevées s'étaient complètement transformés. Ils étaient devenus plus actifs et avaient commencé à former de petites couches visqueuses que les scientifiques pouvaient voir même sans microscope. L'ensemble de la communauté microbienne n'était pas très diversifié. En revanche, les microbes actifs se comportaient comme les microbes modernes, vivant aujourd'hui dans des sols non gelés. En bref, ces microbes anciens étaient bien vivants et devenaient très énergiques lorsque la température était suffisante. C'est crucial pour l'Arctique et pour l'ensemble de la planète, car ces microbes survivent en consommant de la matière organique ancienne piégée dans le permafrost. Lorsqu'ils mangent, ils libèrent des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane. Or, l'Arctique se réchauffe plus vite que toute autre région sur Terre. Cela signifie que les couches profondes et gelées pourraient rester chaudes assez longtemps pour que de nombreux microbes anciens se réveillent et commencent à libérer du gaz. À l'heure actuelle, le pergélisol nordique contient environ 2 fois plus de carbone que toute l'atmosphère. Si une grande partie de ce carbone est relâchée, cela pourrait accélérer le réchauffement de la planète. Cela peut entraîner des conséquences dramatiques, en déclenchant toute une chaîne de changements majeurs et en affectant pratiquement tout sur Terre. Les phénomènes météorologiques extrêmes se produiront plus souvent avec des ouragans plus violents, des pluies plus intenses, des vagues de chaleur plus longues et des incendies de forêt plus vastes. Le niveau des océans montera aussi, ce qui inondera les côtes et mettra des agglomérations en danger. Les animaux, les plantes et des écosystèmes entiers pourraient être affectés. Certaines espèces peinant à survivre et les chaînes alimentaires se dégradant. Les populations du monde entier devront alors faire face à des famines, des sécheresses et des infrastructures dévastées. Revenons à nos microbes zombies. L'étude ne les a observés que dans un seul endroit en Alaska. Or, il existe d'énormes étendues de permafrost partout dans le monde. En Alaska, au Canada, en Sibérie et dans bien d'autres régions. Et les microbes de chaque zone pourraient réagir différemment à mesure que le climat se réchauffe. Les scientifiques ont donc encore beaucoup de travail à accomplir pour comprendre ce qui nous attend ensuite. Vous vous posez sans doute la question, des virus anciens pourraient-ils nous infecter? En réalité, la plupart des microbes anciens gelés dans le permafrost sont totalement inoffensifs. Ce sont comme de vieilles bactéries qui ne s'occupent que d'interagir avec d'autres minuscules organismes du sol. Mais les chercheurs craignent qu'une petite partie de ces germes congelés puisse être capable d'infecter des humains, des animaux ou des plantes. Et si cela arrivait, nos corps ne les reconnaîtraient probablement pas du tout, puisqu'ils sont gelés depuis l'époque des mammouths. En clair, il n'existe pas de solution magique pour notre système immunitaire dans ce cas précis. Les risques que cela se produise augmentent pour plusieurs raisons. D'abord, l'Arctique se réchauffe presque 4 fois plus vite que le reste de la planète. Des étés plus longs et des températures plus élevées signifient une fonte plus rapide du permafrost, donc plus de matières anciennes qui se réveillent. Par ailleurs, l'industrie pourrait commencer à y creuser davantage. Les entreprises exploiteront plus de mines, foreront plus de pétrole, et les navires emprunteront de nouvelles routes. Toute cette activité ouvre un sol qui restait autrefois solidement gelé. Cela accroît la probabilité que quelqu'un, ou quelque chose, tombe sur un ancien germe tout juste réveillé. Que se passerait-il alors, concrètement? Nous pourrions nous retrouver face à différentes zoonoses, c'est-à-dire des germes capables de passer de l'animal à l'homme. Cela s'est déjà produit,
des carcasses de rennes dégelées ont libéré de l'anthrax, une maladie rare et grave, qui a ensuite infecté les gens et les bêtes. Heureusement, nous savons comment traiter l'anthrax. Mais que se passerait-il si quelque chose d'encore plus ancien se réveillait? De plus, nos systèmes immunitaires pourraient en être sans défense. Si un virus n'a pas circulé depuis des dizaines de milliers d'années, nos corps d'aujourd'hui se diront « c'est quoi, ce truc ?» Pas d'anticorps, pas de mémoire, rien. Mais le plus inquiétant, c'est que nous ne savons pas ce qui se cache là-dessous. Les chercheurs pensent que le permafrost pourrait conserver des milliers de milliards de microbes gelés, dont beaucoup que nous n'avons jamais vus. Certains seraient sans intérêt, et d'autres pourraient être très dangereux. Alors, que se passerait-il si l'un de ces virus finissait par dégeler? Le monde ferait face à une catastrophe telle que personne n'en a jamais connue auparavant. Ça ne ressemblerait pas à une épidémie ordinaire, mais plutôt à quelque chose sorti d'un film d'horreur. D'abord, le virus serait totalement nouveau, et nos systèmes immunitaires ne le reconnaîtraient certainement pas. Cela veut dire qu'il se propagerait très rapidement en passant d'une personne à l'autre. Personne ne saurait à quoi s'attendre. Il pourrait provoquer des maladies étranges, des fièvres soudaines, ou même quelque chose de bien plus dangereux, aussi effrayant que les maladies affrontées autrefois. Les scientifiques qui creusent dans le permafrost cherchent déjà des traces de ces maladies anciennes, donc ce scénario n'est pas impossible. Une fois libéré, le virus ne resterait pas longtemps localisé. Avec les déplacements des gens et l'afflux des compagnies minières et maritimes dans l'Arctique en plein réchauffement, l'infection pourrait passer d'un petit village arctique à des villes majeures du monde entier en quelques jours. Les hôpitaux se rempliraient rapidement et le personnel médical manquerait d'équipements. Les compagnies pourraient fermer et les approvisionnements alimentaires subir de graves perturbations si le virus touchait le bétail ou les cultures. Les transports risqueraient de s'interrompre presque totalement. Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg. Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique. Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Programme, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé. Les collines d'Alan en Antarctique, ou Alan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !» vous allez être déçus. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976. Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière. Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvées sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale. Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans, ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien.
Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient probablement pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète. On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe, car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement. Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachées. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains, ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels, emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible. Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donné pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage. Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors, il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Véronica Tolénard, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique.
Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue. Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à moins 9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen, où le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques.
des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidental et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride,
est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus reste. Ce sous-marin élégant et ultramoderne, baptisé RAN, fut envoyé pour explorer les profondeurs de l'Antarctique. Cependant, peu après ses premières découvertes, il disparut mystérieusement. Alors, que s'est-il réellement produit? Tout a débuté lorsque les scientifiques désirèrent explorer l'un des lieux les plus reculés et énigmatiques de notre planète, la barrière de Dodson, située en Antarctique occidentale. Ce colosse silencieux s'étend sur 50 km de large, soit presque la longueur de New York, entre deux promontoires glacés, les péninsules Martin et de Bear. Il recèle un monde entier de mystères géologiques. Si vous croyez que l'Antarctique n'est qu'un désert de neige et de glace épaisse, vous vous trompez. De véritables paysages inconnus se dissimulent sous cette couche glacée. La face inférieure de la barrière de Dodson présente un terrain accidenté et dynamique, façonné par les forces lentes et implacables de la nature. On y trouve des formations de glace imposantes, des crevasses profondes et des structures étranges s'étendant sur des centaines de mètres. Les scientifiques sont extrêmement curieux vis-à-vis de ce territoire. Toutefois, comme vous pouvez l'imaginer, cet environnement n'est guère facile à explorer. Pour en apprendre davantage, il nous faudrait scruter la région via des satellites ou tenter de percer la glace pour rassembler, morceau par morceau, l'ensemble du panorama. Hélas, ces méthodes n'ont offert que des indices vagues et incomplets. La véritable percée s'est produite lorsque les scientifiques eurent l'idée d'envoyer des sous-marins pour explorer la barrière de Dodson. Grâce à des submersibles autonomes capables de plonger sous la glace, ils sont capables de révéler ce qui se cache réellement en profondeur. Ces explorateurs robotiques sont équipés de systèmes sonars impressionnants. C'est ce que font les chauves-souris ou les dauphins. Ils utilisent le son pour voir le monde. En résumé, ils émettent des ondes sonores sous l'eau, et lorsque ces ondes frappent un obstacle, comme la barrière de glace au-dessus ou le fond marin en dessous, elles réintègrent le système. Les animaux ressentent le temps que mettent les ondes sonores à revenir et les modifications qu'elles subissent, ce qui leur permet de localiser et d'interpréter leur environnement. Par exemple, les clics que les dauphins émettent leur indiquent où se trouvent les poissons. Nous avons reproduit cette astuce évolutive fascinante et l'avons adaptée à notre exploration sous-marine. Toutefois, notre version est bien plus performante, offrant un niveau de précision accru qui nous permet de créer des cartes 3D détaillées de l'environnement. Le sous-marin RAN faisait partie de ces explorateurs robotisés. Il doit son nom à la déité nordique de la mer. RAN avait été méticuleusement programmé pour naviguer à travers le paysage dangereux de l'Antarctique. Malgré sa formation approfondie, sa mission s'est terminée de manière inattendue et mystérieuse. En 2019, RAN fut envoyé pour explorer les profondeurs sous la barrière de Dodson. Il s'agissait d'un véritable héros, le premier à entreprendre une mission de ce type. L'équipe a décrit cela comme une expédition de l'autre côté de la Lune. Pendant 27 jours consécutifs, il a opéré sans relâche, parcourant 1000 km sous l'épaisse couche de glace, l'équivalent d'un trajet de Paris à Berlin. RAN a franchi des limites bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. À un moment donné, il a atteint plus de 16 km dans le ventre du glacier. Et ce qu'il a découvert là-bas était stupéfiant. Les scientifiques s'attendèrent à des surfaces de glace lisses et uniformes. Mais RAN a révélé un sous-sol marqué par de vastes fissures, des crêtes. Des formations ressemblant à des dunes de sable figées dans le temps. Enfin, il a repéré des motifs mystérieux en forme de tourbillons et de gouttes d'eau. Tout semblait davantage appartenir à l'art qu'à la géologie. Cela raconte en réalité l'histoire des plateformes de glace et de l'océan qui les entourent. L'eau chaude s'infiltre sous la glace et la fait fondre par en dessous. Parfois, elle lisse la glace, mais d'autres fois, elle creuse ses formes étranges et irrégulières, ressemblant à des motifs ou des dessins. Certaines de ces formes sont gigantesques, plus de 400 mètres de long. Cela équivaut à 3 terrains de football et demi. La raison pour laquelle elles ressemblent à des griffonnages tourbillonnants est que la Terre tourne. Cela fait que l'eau se déplace de manière particulière, pliant les formes et dessinant ses spirales.
Cet effet porte le nom d'effet Coriolis. Imaginez que vous soyez sur un manège et que vous lanciez quelque chose, comme une balle. Elle suivrait une courbe, et non une ligne droite. Le même phénomène se produit avec l'eau sur Terre. Plus tard, les scientifiques ont découvert des motifs similaires dans d'autres plateformes de glace antarctique, bien que ceux sous Dodson soient bien plus spectaculaires. Cependant, Ran a également fait une découverte terrifiante. Il s'avère que ces eaux chaudes, en plus d'être de grandes artistes, représentent aussi un grave danger. La barrière de Dodson ne flotte pas paisiblement sur la mer. Elle fait partie d'un système très délicat et agit comme une barrière protectrice, retenue par de vastes glaciers en Antarctique occidentale. Bien que flottante sur l'océan, elle reste connectée à la Terre. Lorsque l'eau chaude s'infiltre et fait fondre la glace, la plateforme ne peut plus maintenir son ancrage à la Terre de manière aussi ferme. La barrière protectrice commence alors à faiblir, ce qui permet aux glaciers situés derrière de s'écouler plus rapidement vers l'océan. Lorsque ces glaciers atteignent la mer, ils y ajoutent de l'eau, ce qui pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer et potentiellement redessiner nos côtes. Ran est tombé sur de vastes poches où la glace fondait à un rythme alarmant, en raison de puissants courants sous-marins. C'était comme voir une horloge s'agiter au sein du glacier. Les enjeux étaient élevés, mais heureusement, le sous-marin était paré. Cette fois, il a réussi à rentrer sain et sauf. Ensuite, il a continué à fonctionner pendant 5 années supplémentaires, aidant les scientifiques avec une quantité impressionnante de données précieuses. Ces missions étaient périlleuses. Il pouvait arriver à Ran de s'enfoncer dans les cavités obscures sous le glacier, passant 24 heures sans communication. Mais il cartographiait chaque sommet et chaque vallée, et il a accumulé de l'expérience grâce à plus de 40 missions sous la glace. Puis, au début de l'année 2024, Ran a entrepris une mission vers le glacier Thwaites. Ses objectifs étaient dès le départ audacieux. Cet endroit est aussi tristement surnommé le glacier de l'Apocalypse. On l'appelle ainsi car il fond lentement et pourrait provoquer une montée des océans du globe s'il s'effondrait, entraînant des catastrophes à grande échelle. C'est pourquoi Ran a été dépêché pour explorer ses profondeurs, un lieu qui n'avait jamais été cartographié avec autant de détails auparavant. L'objectif était de découvrir les secrets du glacier, d'étudier sa fonte rapide et de comprendre pourquoi il se dégradait ainsi. C'était la 2e fois que Ran explorait le glacier Thwaites. Lors de la visite précédente, il était devenu le premier submersible à en cartographier les dessous. Ran s'aventurait à des profondeurs allant de 2 à 500 mètres et il a transmis de nombreuses données sur la manière dont le glacier de l'Apocalypse fondait lentement en raison des courants océaniques chauds. Mais en s'aventurant dans ces profondeurs glacées, quelque chose s'est produit. Sans prévenir, Ran a disparu des radars. Il n'a laissé aucune trace. Un instant, il envoyait des données cruciales, et le moment suivant, il avait plongé dans l'abîme. Aucun signal de détresse, aucune transmission finale. Et il n'est jamais revenu au point prévu. Des recherches intensives ont été lancées. Des hélicoptères planaient au-dessus, tandis que des drones bourdonnaient dans le ciel glacé. Mais aucun signe du submersible ne s'est manifesté sous l'emprise du glacier. Au bout d'un certain temps, les batteries de Ran seraient sans doute épuisées. À ce stade, il avait certainement été englouti par l'abîme sous 450 mètres de glace. Ce fut une grande et triste perte pour l'équipe scientifique. Les chercheurs de l'université de Göteborg tentent désormais de remplacer Ran et de poursuivre leurs recherches sous le glacier Thwaites. À ce jour, les scientifiques n'ont aucune certitude sur ce qui s'est réellement produit. Certains pensent qu'il pourrait avoir été piégé sous la glace, tandis que d'autres croient qu'il a été emporté par un courant invisible. Il se pourrait aussi qu'il ait percuté quelque chose d'inattendu. Quelles que soient les circonstances de sa disparition, celle-ci a laissé les scientifiques stupéfaits, et il semble que la barrière de glace continuera de garder ses secrets pour un moment. Au moins, nous avons accumulé un trésor de connaissances grâce au périple de Ran. Les scientifiques continuent d'explorer l'Antarctique, cherchant l'histoire cachée sous la neige. Ils ont ainsi découvert qu'il y a environ 90 millions d'années, une luxuriante forêt tempérée prospérait près du pôle sud. Ils ont révélé un monde ancien, des éponges en forme d'amphores, des méduses d'un autre monde, des vers segmentés hérissés de soie, ainsi que d'imposantes pieuvres figurent parmi les plus récentes découvertes en Antarctique. Ces créatures ont été observées suite au détachement d'un immense iceberg, révélant sous la glace un véritable trésor de vie ancienne. En janvier 2025,
un immense bloc de glace baptisé A84, aussi vaste que la ville de Chicago, s'est détaché de la plateforme de glace de George VI, une étendue glacée longue de 450 km, large de 19 à 69 km, et épaisse d'environ 250 mètres. Durant l'été austral, de novembre à fin février, la fonte de surface y donne naissance à de longs lacs sinueux appelés lacs glaciaires rubaniformes, dont le nom reflète la forme étirée. Lorsque l'iceberg s'est éloigné, il a mis à nu une portion du fond marin jusqu'alors jamais observée. Le navire de recherche Falkor, II, naviguait à proximité, dans la mer de Bellingshausen. Informés du détachement, les scientifiques ont aussitôt modifié leur programme, conscients de l'opportunité rarissime qui s'offrait à eux. Explorer un lieu vierge et insoupçonné, comme si l'on soulevait une pierre dans une forêt pour découvrir la vie dissimulée en dessous. Les chercheurs ont mobilisé un robot sous-marin nommé Subastian pour sonder les abysses durant 8 jours. Ils ont atteint des profondeurs dépassant les 1280 mètres. C'est là qu'ils ont mis au jour un écosystème insoupçonné, d'imposants coraux et de vastes éponges, littéralement peuplés d'organismes marins, un monde tapi sous les glaces. Les chercheurs s'attendaient à détecter quelques formes de vie, mais furent stupéfaits par leur abondance. Ces créatures sous-marines anciennes ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient depuis des siècles dans ce milieu extrême. Anémones semblables à de petits arbres cotonneux, araignées de mer, poissons des glaces, pieuvres. L'expédition fut retransmise en direct à des scientifiques du monde entier. Et ces vidéos sont désormais accessibles librement. Certaines des créatures découvertes semblent appartenir à des espèces nouvelles, ce qui est particulièrement fascinant. En 2025, il est fort probable que l'Antarctique abrite encore des espèces inconnues, dont certaines pourraient être endémiques à cette région. Cette singularité s'explique par l'isolement extrême du continent, séparé du reste du monde depuis des millions d'années par le courant circumpolaire antarctique, comparable à de vastes douves encerclant un château fort. Même si ces espèces ne s'avéraient pas inédites, les chercheurs ont tout de même identifié des escargots, des vers polychètes munis de soie, de minuscules crabes et autres crevettes, ainsi qu'une rare variété de méduses fantômes, dont l'apparence évoque un monde étranger. Leur nom scientifique, Stygiomedusa gigantea, étant par trop complexe, on l'appellera simplement méduse fantôme géante. Cette dernière est d'une taille impressionnante. Son ombrelle, cette partie ronde en forme de cloche, peut excéder 1 mètre de diamètre. Elle possède également 4 bras traînants, dont chacun peut atteindre 10 mètres, soit la longueur approximative d'un autobus scolaire. Bien que le tout premier spécimen ait été capturé dès 1899, il fallut attendre 60 ans pour reconnaître en cette créature une espèce totalement distincte. La méduse fantôme présente un corps translucide aux reflets violacés, lui conférant une allure spectrale. À la place des tentacules traditionnels, elle possède de longs bras rubanés qui lui permettent d'attraper ses proies et de les acheminer vers sa bouche, située en son centre. Bien que dépourvues de cerveau, ces méduses ont étonné les chercheurs par leur comportement. La méduse fantôme géante semblait mouvoir ses bras avec lenteur et précision, surtout lorsqu'elle traversait d'étroits passages sur le fond marin. Elle paraissait agir avec prudence, de manière presque intentionnelle. Une telle attitude intrigue. Aurait-on affaire à une créature dotée d'une forme de sensibilité? Voilà de quoi susciter le malaise. Les méduses disposent d'un réseau nerveux rudimentaire, mais pas d'un véritable cerveau. Pourtant, les mouvements fluides et contrôlés de la méduse fantôme ont amené les scientifiques à penser qu'elle pourrait être plus intelligente, voire mieux coordonnée que les espèces connues. L'étudier permettrait de mieux comprendre comment des êtres dénués de cerveau peuvent malgré tout explorer, réagir et s'adapter à des environnements aquatiques complexes. Lors de l'exploration des profondeurs antarctiques, l'équipe a fait la rencontre de petites créatures fascinantes appelées polychètes. De nombreuses espèces variées de ces vers évoluent dans les zones extrêmement froides et profondes de l'océan. Leur corps segmenté est orné de minuscules soies disposées le long de leurs flancs, qui leur servent à se déplacer, à percevoir leur environnement et même à se défendre contre les dangers. Un exemple remarquable est l'Eulagisca gigantea, qui habite les eaux glaciales et abyssales, et dont les soies dorées étincelantes lui confèrent une allure particulièrement élégante. Durant leur expédition sous-marine, les chercheurs ont également découvert d'impressionnantes éponges aux formes évoquant de grands vases.
Ces organismes, dont la croissance est notoirement lente, doivent leur gigantisme à une présence continue sur place, s'étalant sur plusieurs siècles, voire davantage. La taille considérable de ces éponges révèle que la faune environnante ne s'est pas installée récemment, mais qu'elle forme, depuis des décennies, des communautés marines pérennes et prospères, dissimulées sous la glace, attestant d'une vie ancienne et résistante à l'âpreté du milieu. Cette découverte a beaucoup surpris les scientifiques. Dans les études précédentes, ils faisaient descendre des caméras par des trous dans la glace ou exploraient des zones d'iceberg longtemps après leur détachement. Et ne voyaient qu'un fond marin nu, presque vide. Mais cette fois-ci, arrivé quelques semaines seulement après le détachement de l'énorme iceberg, l'équipe a découvert ce qui se cachait juste en dessous. Les 14 premiers kilomètres derrière la barrière de glace abritent des écosystèmes riches et animés. Ce milieu sombre, froid et depuis longtemps isolé accueille pourtant de multiples créatures. Cela prouve que la vie peut survivre dans des lieux que l'on croirait bien trop hostiles ou gelés. En revanche, la présence de cette vie sous la glace ne surprend guère. De nombreux animaux vivent en effet dans des environnements sous-marins, sombres et froids. Il est donc naturel qu'ils habitent également sous cette plateforme glaciaire. La glace les dissimule et les protège des perturbations de surface. Ce qui étonne davantage, c'est la diversité des espèces présentes, malgré l'isolement ancien de ce lieu. Ce milieu ressemble en réalité beaucoup au fond marin des régions antarctiques dépourvues de glace. Comment cela peut-il s'expliquer? Habituellement, de minuscules plantes, les phytoplanctons, prolifèrent près de la surface où la lumière solaire pénètre, fournissant la base de la chaîne alimentaire. De petits crustacés formant le krill se nourrissent de ces plantes la nuit avant de plonger pour acheminer nourriture et nutriments au fond marin. Même leurs déchets participent à l'alimentation de la vie abyssale. Or, la présence d'une calotte glaciaire massive bloque la lumière, empêchant la croissance végétale et la descente du krill. Les scientifiques supposaient alors que la vie y serait moindre. Pourtant, ils y ont découvert une abondance surprenante d'organismes. Il semblerait que la nourriture et les nutriments parviennent à s'infiltrer sous la glace, acheminés par des courants sous-marins semblables à des rivières qui coulent sous l'océan. Les chercheurs ont observé des espèces animales particulièrement âgées, ce qui donne à penser que ces courants, issus pour l'essentiel de la fonte des glaciers, assurent un apport suffisant pour maintenir un écosystème équilibré et dynamique. Personne ne peut prédire avec certitude le sort de cette vie abyssale à présent que l'iceberg s'est éloigné. Ces organismes ont vécu sous une couche épaisse et stable de glace pendant une période indéterminée, dans des conditions d'obscurité totale et d'immobilité. Il est évident qu'ils ne sont guère enclins au changement. La disparition de ce toit glacé pourrait dès lors bouleverser profondément leur environnement. L'un des chercheurs a rappelé que la plateforme glaciaire à l'origine de l'iceberg avait reculé d'environ 40 km en un demi-siècle. Ce retrait s'inscrit dans un phénomène plus large. L'Antarctique fond à un rythme croissant, ce qui contribue à l'élévation du niveau des mers à l'échelle planétaire. C'est ce qui confère à cette découverte son importance capitale. L'équipe cherche à comprendre non seulement ce qui se passe à l'instant présent, mais aussi comment cet écosystème dissimulé s'inscrit dans un cadre plus vaste. En étudiant son évolution sur plusieurs décennies, voire davantage, nous pourrions peut-être anticiper ce qui nous attend. N'est-il pas remarquable que la rupture d'une masse de glace puisse livrer de telles révélations?